chimique, c'est l'un des risques les plus importants. Peut-être que vous allez le rencontrer durant vos activités dans le milieu de travail, peut-être que non. Mais déjà, l'essentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le responsable HSE ou bien celui tout simplement qui va mener la démarche ISO 45001, il doit avoir une connaissance de toutes les catégories et par la suite approfondir ses connaissances pour la catégorie ou bien les catégories qui concernent sa propre activité. Donc, le risque chimique, déjà, les produits chimiques, ils sont utiles, on les utilise. Quand je dis une entreprise qui manipule de produits chimiques, ce n'est pas nécessairement dans la phase production. Ça peut être un simple détergent, ça peut être des produits de désinfection. Ça, on le trouve partout dans les entreprises. Et ce sont des produits chimiques. D'ailleurs, même dans les ménages, dans la maison, les détergents qu'on utilise, ce sont des produits chimiques toxiques aussi. Donc, il ne faut pas imaginer qu'un produit chimique ou bien le risque chimique, c'est toujours quelque chose de très grave, mais on va prendre en considération aussi donc, les produits d'utilisation quotidienne. Donc, les produits chimiques, ils sont utiles, ils sont indispensables car ils sont actifs. Donc, il y a une activité, il y a des actions chimiques qui se déclenchent, mais parce qu'en fait, ils sont actifs, certains d'entre eux peuvent être, ou bien la plupart, peuvent être dangereux pour la santé. Donc, c'est pourquoi, si votre activité engendre l'utilisation et la manipulation de ces produits, il faut prendre des précautions donc d'usage et des mesures de protection de la santé des travailleurs. Donc, il vous faut tout simplement, pour maîtriser le risque chimique, il faut mettre en place une démarche de prévention concrète. Alors, vous êtes dans le cadre de la 45001 et vous savez que le risque chimique, il est existant au niveau de l'entreprise. Ça veut dire que vous manipulez des produits chimiques. La première réflexion qui va venir en tête, c'est de mettre en place donc une démarche de prévention. Ces démarches de prévention, ils consistent déjà à l'identification des produits chimiques et les procédés pendant tout le cycle de vie de l'entreprise. Ça veut dire, je commence déjà une réflexion. Je fais l'inventaire des produits chimiques. J'identifie les produits chimiques. Pas seulement à l'entrée, ça veut dire comme produit, parce que parfois, la matière première, il est chimique. Je manipule une matière première chimique. Donc, je fais l'inventaire. Parfois, c'est une matière auxiliaire que j'utilise pour autre chose. Parfois, ce sont tout simplement des produits de nettoyage. Et parfois, ce sont des déchets de nature chimique. Donc, tout au long du cycle de vie dans l'entreprise, dès l'entrée, la manipulation jusqu'à la sortie, comme déchets, donc je dois avoir l'inventaire, je fais l'identification de tous les produits chimiques avec le nom, avec la nature du danger. Bien sûr, tout ça, il faut donc remplir des documents. Ça veut dire, j'ai une liste, fichier Excel ou autre, une liste de tous les produits chimiques et les déchets aussi chimiques dans l'entreprise qui représente un danger pour les employés. Ça veut dire, je fais un contrôle donc dès l'achat de ces produits, le responsable HSE, lorsqu'on va faire l'acquisition de produits dangereux de nature chimique, il doit valider donc cet achat. Et il doit aussi donc demander tout ce qui est fiche de données de sécurité, les stocker, les protéger comme des documents. Il doit aussi être au courant de toute nature de produits chimiques qui circulent dans l'entreprise. Donc, dès l'achat déjà, il nous faut la validation du responsable HSE. La production, bien l'utilisation de ces produits aussi. Donc, lorsqu'on va voir par la suite la méthode d'analyse des risques, notamment durant la production, je dois savoir quelles sont les étapes du procédé où il y a un contact direct entre l'agent ou bien le personnel
la personne et entre le produit. Donc, pour prendre ça en considération en matière de protection, les EPI à mener. Donc, l'évaluation des risques dépend aussi de cette réflexion. Donc, la production, le stockage intermédiaire, on a une matière chimique, on la stocke, on a l'entrepôt. Pardon, là aussi, il y a donc des mesures de prévention qu'il faut prendre et on va voir ça par la suite, donc pour protéger la santé du personnel durant le stockage des produits chimiques. Si jamais c'est votre produit qui est considéré chimique, toxique ou bien autre, donc il faut aussi faire un suivi de tout ce qui est commercialisation. Je livre par exemple, ou bien je stocke le produit fini, une société par exemple de détergents. Il fait le stockage des produits chimiques, donc ce stockage aussi, il doit être fait dans les règles de l'art. La livraison de ce qui est transport vers donc le client. Là aussi, il faut respecter tout ce qui est consigne de sécurité. S'il s'agit aussi d'une prestation de service, par exemple, production des déchets, transport des déchets, donc tout simplement, lorsque vous avez un risque chimique au sein de l'entreprise, vous devez tracer la ligne parcourue par le produit en question ou bien la substance en question dès la réception, dès l'achat, en passant par la production, le stockage, vers donc la commercialisation, la livraison, s'il s'agit d'un produit, ou bien le traitement et l'élimination, s'il s'agit d'un déchet, et bien sûr le transport aussi. Alors, si on veut appliquer ce mécanisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, le mécanisme d'apparition du risque au risque chimique, on a deux types. Ça veut dire pour le risque chimique, il ne faut pas juste prendre en considération tout ce qui est accident, mécanisme accidentel. Mais il y a aussi un cas où les produits chimiques peuvent développer des maladies professionnelles. Alors, pour le mécanisme accidentel, pardon, on parle d'une intoxication aiguë. Ça veut dire, vous avez les deux facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. D'abord, la condition non sécurisée, ou bien plutôt la situation dangereuse, c'est qu'on a donc un agent chimique stocké dans un entrepôt. Donc ça, c'est la zone dangereuse. Tant que la personne reste en dehors de la zone dangereuse, ça veut dire qu'elle est protégée, même si le risque il est toujours là. Mais imaginons que cette personne, elle travaille dans le local des produits chimiques, il passe par la zone dangereuse. Donc là, vous avez la zone de présence qui croise la zone dangereuse. Ça, c'est la situation dangereuse. Ça veut dire on a un dommage, une lésion. Là, je parle d'un mécanisme accidentel. Je ne fais pas attention, je renverse donc une boîte, par exemple, ou bien voilà, un produit chimique dans un récipient. Et j'ai des brûlures, par exemple, ou bien j'ai des cas d'asphyxie, et ainsi de suite. Donc là, c'est un mécanisme accidentel. Mais nous, dans la réflexion sur les risques chimiques, dans l'analyse de risque, il ne faut pas oublier l'autre côté, le mécanisme chronique. Ça veut dire vous avez toujours une zone dangereuse avec l'agent chimique, mais vous avez une personne, en fait, qui est exposée continuellement à cet agent chimique. Des vapeurs, par exemple, chimiques. Des vapeurs chimiques, ce n'est pas un accident, c'est quelque chose qu'on respire. Ça veut dire c'est question du temps. Avec le temps, avec l'accumulation du temps, cette matière s'accumule dans le système, dans les organes internes de la personne et ça développe une maladie professionnelle chronique. Ça veut dire, le cas, par exemple, des industries chimiques, purement chimiques. Le cas des industries de phosphate, là, vous avez toujours des vapeurs et tout ça. Ça ne va pas causer le dégât sur le champ, mais ça demande du temps. Ça, par exemple, on peut prendre l'avis du médecin de travail.
lui, il peut nous dire quels sont les produits qui peuvent, ou bien les situations qui peuvent développer des maladies professionnelles. Ce qui est bien, c'est que vous trouverez donc aussi sur les fiches de données sécurité toujours, vous trouverez aussi des précautions en termes de temps d'exposition. Il ne faut pas, par exemple, dépasser, je ne sais pas, 4 heures par jour et ainsi de suite. Et aussi, il faut protéger la personne. Exemple, vous avez le stockage d'un produit toxique, pardon, le stockage d'un produit toxique, et vous avez la zone de présence de la personne. Il est toujours là. Par exemple, un technicien laboratoire, il travaille dans le laboratoire des produits chimiques, il est tranquille. On a une ventilation pour ventiler les lieux, mais il y a un événement déclencheur, c'est que la ventilation tombe en panne, par exemple. Lorsque la ventilation tombe en panne, on peut avoir donc des étouffements, asphyxie, le cas échéant, développement de maladies professionnelles. Donc ça, c'est l'application en fait du mécanisme voilà, voilà le mécanisme des risques pour le cas des produits chimiques. Maintenant, parlons comment peut-on en fait convaincre ou bien maîtriser le risque chimique. Donc, d'abord, comme j'ai cité tout à l'heure, il faut déjà, bien évidemment, connaître les produits chimiques que vous avez. Donc, l'inventaire, l'identification et tout. Mais cette identification, il doit être plus approfondie. On doit quand même donc lire ce qu'on appelle les étiquettes donc, du produit chimique. Chaque produit, il vient avec donc des étiquettes. Alors, le responsable, il doit savoir déjà comment lire et comprendre les étiquettes pour chaque produit et aussi comprendre les pictogrammes associés donc, à la nature de la dangerosité. Pas seulement comprendre, mais aussi faire comprendre les autres. Je sais qu'une équipe travaille avec et manipule un produit, par exemple, facilement inflammable. Alors, je dois les informer, je dois faire une formation interne donc au risque chimique et à la lecture donc des étiquettes. Les étiquettes en général, ils comportent les principaux dangers présentés par le produit, donc un risque toxique, un risque inflammable. On va voir les pictogrammes tout de suite. Donc, juste en jetant un coup d'œil sur l'étiquette, vous pouvez comprendre quelle est la nature de la dangerosité. Et quand je connais la nature de la dangerosité, je vais connaître donc les bonnes mesures à entreprendre pour le stockage, pour la manipulation et aussi pour la protection des personnes. Il comporte aussi des informations sur le distributeur ou bien l'importateur, parce que parfois, peut-être, vous aurez besoin de contacter le fournisseur. Donc, l'étiquette, il porte toujours donc, ces informations. Mais ça va aussi de l'autre côté. Si vous, vous êtes le fournisseur, ce sont les informations à fournir. D'ailleurs, même pour les déchets chimiques, lorsqu'on va les emballer, par exemple, dans des emballages bien destinés, il faut mettre des étiquettes. Donc, en se basant sur la nature de la dangerosité, il faut mettre le pictogramme de danger, il faut mettre aussi sur voilà l'emballage ou bien le récipient des déchets, il faut mettre aussi des informations sur vous-même comme étant l'entreprise génératrice de ce déchet toxique et ainsi de suite. L'étiquette aussi, il porte le nom du produit et les principaux risques présentés. En plus des pictogrammes, on vous donne une explication. Donc, par exemple, ici, il s'agit d'un produit très inflammable qui peut entamer le feu. Il est aussi nocif par inhalation. Ça veut dire la personne qui manipule ce produit, il doit donc porter un masque respiratoire pour protéger les voies respiratoires. Il comporte les risques particuliers du produit. Parfois, le produit il est considéré comme étant inflammable.
Mais aussi, donc, il peut représenter d'autres risques dans certaines conditions. Danger d'explosion, par exemple, sous l'action de la chaleur, toxique en cas d'ingestion, provoque de graves brûlures, par exemple par voie cutanée, donc sur la peau. Vous avez les conseils de prudence. Donc, conserver à l'écart de toute source d'ignition, ne pas fumer juste à côté, éviter le contact avec les yeux, porter des gants appropriés. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que pour le responsable HSE, ou bien celui qui va travailler donc, de ce côté-là, santé et sécurité, les étiquettes, c'est une source importante d'information. Donc, lui, il doit savoir déjà lire les étiquettes et comprendre le contenu des étiquettes, rédiger des étiquettes aussi pour le cas, par exemple, produit. Peut-être qu'on a un produit périmé et qu'on n'a plus son emballage d'origine, donc on va l'emballer dans un autre emballage. Donc, il faut savoir mettre les informations pour protéger la santé des personnes et aussi former et sensibiliser les employés au conseil de prudence donc qu'il faut prendre. Alors, comme j'ai dit, il y a des catégories en fait pour le risque chimique. Il y a des types de dangers. Le premier danger, c'est le danger donc, de produits inflammables. Donc, voilà le pictogramme. Une fois que vous voyez ce pictogramme-là, donc il s'agit de produits inflammables, ça veut dire une substance qui se flamme en contact d'une source de chaleur. Donc, ça vous donne, j'ai juste la définition, le pictogramme, ça vous donne conseil en ce qui concerne de ce risque d'inflammation. Donc, les produits en fait inflammables, s'il vous plaît, ils peuvent dégager des vapeurs pouvant s'enflammer lorsqu'ils sont utilisés ou entreposés à des températures ambiantes. Produits inflammables dans une température ambiante, mais à cause de dégagement de vapeur, on peut avoir le risque d'inflammation, peut s'enflammer. Alors là, il faut toujours donc voilà, par exemple, ne pas laisser les couvercles ouverts. Il faut faire une ventilation des lieux pour éviter en fait l'inflammation. Donc, exemple de produits inflammables, on peut parler des essences, l'alcool, l'acétone, la peinture, l'éthanol et tout autre produit qui comporte ce pictogramme. Dès l'achat, comme j'ai précisé tout à l'heure, vous avez une idée sur la nature du danger et qu'est-ce qu'il faut faire en face. Alors, pour les instructions, comment peut-on se protéger contre ce risque-là? Il faut respecter la signalétique et l'étiquetage. Donc, toujours respecter les conditions données par le fabricant. Sur l'étiquette, c'est comme un résumé de la fiche de données de sécurité, parce que dans la fiche de données de sécurité, vous avez beaucoup d'informations. Mais déjà, le minimum des choses, c'est de respecter la signalétique et l'étiquetage. Et vous, dans l'entreprise, les produits, ils doivent être entreposés d'une façon à ce que le pictogramme soit donc accessible. Donc, on peut le voir. Ce n'est pas évident de stocker les produits dans un endroit et que les personnes, ils ne peuvent pas voir les pictogrammes, ils ne peuvent pas voir qu'il s'agit d'un risque de produits inflammables ou bien autres. Si jamais ce n'est pas vraiment clair, vous pouvez donc utiliser ce pictogramme-là, vous l'imprimez, donc on fait des pictogrammes adhésifs et tout pour signaler le risque. L'essentiel, c'est qu'il faut signaler le risque pour les personnes. On peut aussi prévoir des armoires de stockage spéciales donc pour les produits inflammables. Donc, ils sont commercialisés. Vous entrez dans l'entreprise, vous voyez que l'entreposage n'est pas très correct. Vous pouvez proposer dans le plan d'action l'achat des armoires spéciales pour stocker des produits chimiques, notamment ici des produits chimiques inflammables,
parce qu'on va voir par la suite qu'il y a quand même des incompatibilités qu'il faut respecter, des produits qu'il ne faut pas stocker ensemble avec d'autres produits. Mais l'essentiel, déjà pour les produits inflammables, il y a des armoires qui sont commercialisées, destinées donc à stocker ce type de produits. Il faut aussi tenir à l'écart des points chauds, par exemple les fers à souder. Je fais une activité de soudage et j'ai les produits inflammables, ça sera une catastrophe. Donc, il faut toujours tenir à l'écart des points chauds. Mettre aussi une signalisation, interdiction de défense de fumée. Voilà. Donc, il faut quand même aussi à l'abri de tout ce qui est de solaire pour ne pas augmenter rayons de soleil, par exemple, pour ne pas augmenter la chaleur et par la suite, donc, embraser le feu. Vous avez aussi, pour les conserver dans leur contenant d'origine avec l'étiquette. Ça, c'est très important. Le produit chimique dans un autre emballage d'un autre produit. D'abord parce que la personne qui va manipuler ce déchet-là, qui va entrer en contact avec le déchet, il ne va pas comprendre qu'il ne s'agit pas du même produit. Donc, voilà, il ne connaît pas que c'est un produit dangereux, ou bien l'emballage, il indique un autre type de dangerosité. Et aussi parce que ces questions, les produits chimiques, ils sont actifs, donc en stockant ce produit dans un autre emballage qui a servi au stockage d'un autre produit, il y aura des interactions, des réactions. Donc, il faut toujours garder et conserver dans leur emballage d'origine avec les étiquettes. Il ne faut jamais enlever les étiquettes. Et dans le cas échéant, si jamais vous avez perdu, par exemple, l'emballage, donc le responsable HSE, il doit choisir l'emballage convenable pour ce produit-là et refaire l'étiquetage. Comme ça, on protège donc les personnes. Il faut aussi ventiler la pièce pour empêcher l'accumulation de vapeur inflammable. Ça veut dire le lieu de stockage, il doit être ventilé. Des points d'extraction de l'air pour ne pas accumuler en fait les vapeurs qui peuvent s'enflammer. Lire les instructions et les mises en garde sur l'étiquette du produit. Donc, bien lire les instructions. C'est votre devoir comme responsable de lire attentivement donc, les fiches de données de sécurité des produits chimiques et de bien comprendre donc, les consignes indiquées. Vous pouvez aussi vous-même former en fait des fiches de post-sécurité, et ça on va le voir par la suite, pour les communiquer au personnel. On peut les afficher sur les murs, dans les lieux de stockage. Comme ça, les personnes, ils sont sensibilisés, ils sont surtout rappelés de la dangerosité de ce produit-là. Bien sûr, quelques instructions ici, elles sont communes aussi avec les autres types de dangers. Il faut aussi avoir, donc dans le lieu, donc vous savez que, je vais revenir vers ce point d'extincteur, mais vous savez peut-être que les extincteurs pour faire l'extinction de feu, ils sont différents selon la nature de la matière ou bien plutôt du combustible et ainsi de suite. Donc avoir un extincteur portatif de type ABC. Alors là, l'extincteur de type ABC, ça, c'est l'extincteur à poudre ABC. Donc, il fonctionne, l'agent d'extinction dedans, c'est à poudre convenable. Alors, pour le lieu de stockage des produits inflammables, il faut un extincteur ABC. Le dispositif de protection incendie, c'est le plus polyvalent d'ailleurs. Il est efficace contre les départs de feu, donc du 3 classes de feu. Comme j'ai dit, je vais revenir vers ça lorsqu'on va voir le plan d'évacuation. Donc, on parle de la première classe, feu sec ou braisant, de matériaux solides. Alors, ce n'est pas le cas. C'est la classe B qui nous intéresse, feu gras, de liquide ou de solide liquéfiable, comme les hydrocarbures, l'alcool, solvant, graisse, goudron, huile, peinture. Donc ça,
l'entreposage des produits inflammables liquides, ça fait partie de la classe de feu B. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser un extincteur à l'eau. Peut-être ça ne veut pas être efficace, mais peut-être aussi ça peut aggraver la situation. Donc ça, c'est l'extincteur à foudre qui doit être obligatoirement installé donc, dans un entrepôt de stockage de produits chimiques inflammables. Pour pouvoir éteindre donc, un début d'incendie causé par l'un de ces produits, ne jamais utiliser de l'eau pour extincter les feux dans un entrepôt de produits inflammables. Après l'utilisation de ces produits chimiques inflammables, il faut jeter toute matière imbibée du produit. Donc, ça va générer quand même des déchets après l'utilisation. On peut souiller, par exemple, des chiffons, du papier contaminé, des essuie-tout, et ainsi de suite. Donc, ces produits, à la base, ils ne sont pas dangereux, mais dès qu'ils sont contaminés par cette substance dangereuse, ils vont devenir aussi dangereux. Donc, il faut les stocker séparément des autres déchets. J'ai par exemple un système de tri des déchets. Les produits en papier, les cartons, les essuie-tout, les chiffons qui sont imbibés de la matière inflammable, ils ne doivent pas donc se terminer dans la poubelle destinée donc aux déchets en papier, même si c'est du papier, mais c'est du papier contaminé. Donc, eux aussi, nous devons les stocker dans des sachets, par exemple, ou bien des papiers cartonnés avec, en fait, le pictogramme à l'intérieur pour indiquer qu'il s'agit des déchets dangereux de type inflammable. Donc, ça, c'est la première catégorie des déchets, ou bien plutôt de produits chimiques toxiques ou bien déchets chimiques, inflammables, qui peuvent en fait entamer le risque d'incendie. Deuxièmement, vous avez les produits comburants. Alors là, les produits comburants, vous avez le pictogramme. Il est un petit peu similaire à celui des produits inflammables. Mais s'il vous plaît, il faut bien savoir que ce sont deux catégories différentes. Donc, un produit comburant, c'est une substance pouvant embraser les produits combustibles ou activer un feu. Donc, ça, c'est la cause. Donc, un comburant, c'est une substance liquide, gazeuse ou bien solide qui, associée à un combustible, permet, grâce à un apport initial d'énergie, d'initier une réaction de combustion. Ça veut dire, ce n'est pas un produit inflammable, mais c'est un produit en contact avec le produit inflammable. Et encore, si on a un apport d'énergie, une source de flamme, ça peut entamer le feu. Donc, ce sont en fait les produits comburants. Donc, ce sont des produits contenant une grande quantité d'oxygène. Donc, vous savez, lorsque donc la combustion, il a besoin d'oxygène, quoi. Donc, pour que le feu s'entame, on a besoin d'oxygène. Les produits comburants, ils contiennent une grande quantité d'oxygène et ils peuvent provoquer la combustion de substances inflammables ou combustibles. Donc, vous voyez un petit peu. Les produits inflammables, ils ont un pouvoir calorifique. Mais les produits comburants, ils contiennent une quantité d'oxygène. Si ce produit comburant entre en contact avec un produit inflammable ou bien un combustible, tout simplement, on a donc le risque de combustion. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà constater après ces définitions? C'est qu'il ne faut jamais stocker les comburants avec les inflammables. Sinon, vous avez donc le risque d'incendie, il est plus élevé que la moyenne. En fait, les produits comburants, voilà quelques exemples. Le dioxygène, l'ozone, ce sont des produits qu'on utilise dans l'industrie selon la nature de l'activité. Le protoxyde d'azote, NO2, le chlorate de sodium, le NaClO3, l'acide nitrique
NO3. Donc, ce sont des produits qui peuvent exister sous forme liquide, solide ou bien gazeuse. Ces produits, ils peuvent accélérer la propagation du feu, augmenter l'intensité du feu, ils peuvent entraîner l'inflammation spontanée de combustible en les stockant avec, par exemple, du bois. Donc, vous avez, par exemple, des palettes en bois et juste à côté, vous stockez des produits comburants. Ça peut causer et entraîner l'inflammation spontanée de ces combustibles en l'absence d'une source d'inflammation. Donc, vous voyez, même s'il n'y a pas une étincelle, par exemple, juste donc la température ambiante, avec l'existence de ce type de produit, on peut avoir donc le feu. Donc, la chaleur de l'air ambiant suffit donc de déclencher le feu. Alors, qu'est-ce qu'on va constater? Il ne faut pas les stocker avec les inflammables, mais il ne faut pas aussi les stocker avec des encombrants non plus. Par exemple, du papier, donc des produits combustibles, facilement combustibles, du bois et ainsi de suite. Et en présence, en fait, d'une source de chaleur, il provoque le début d'un incendie par combustion rapide. Donc, ça facilite tout simplement donc voilà le feu. Quelques instructions qu'il faut respecter. Toujours respecter la signalétique et l'étiquetage. Donc, vous avez suffisamment de données, suffisamment d'instructions dans les emballages et tout pour empêcher de tomber dans des cas voilà, d'incendie à cause de ce type de produits. Tenir à l'écart des matières combustibles, bien sûr. Donc déjà, la conception des locaux de l'entreprise, ils doivent être faits. Donc, je choisis l'entrepôt des produits comburants, à l'abri des produits inflammables et à l'abri de toute nature voilà, de produits combustibles, papier et ainsi de suite. Vous avez aussi, il vous faut encore une fois une ventilation des locaux et des procédés. Ça veut dire collecter et évacuer les vapeurs et les pulvéraces. D'ailleurs, ça, pourquoi la plupart des entreprises, ils ont déjà donc, il faut juste contrôler, il suffit de contrôler. Donc, le responsable HSE, normalement, il doit juste contrôler l'état de ses équipements, de tout ce qui est ventilation et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est question déjà de la réglementation. Avant de parler de la 45001 et tout, vous avez déjà dans le code de travail, donc tout ce qui est en relation avec la santé et la sécurité dans la législation nationale ou bien internationale, il faut respecter ces consignes. Mais peut-être qu'au fil du temps, on commence à voir des mauvaises pratiques, des mauvais entretiens pour les équipements. Donc, le responsable HSE, il doit surveiller ça. Éviter aussi d'entreposer ces produits sur des palettes en bois, dans des contenants sur des palettes en bois. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait pour stocker un produit? On les met dans des récipients. Vous avez les palettes en bois pour voilà, pour les mettre en ordre, quoi. Mais pour ce type de produit, il faut éviter les palettes en bois parce que le bois, c'est un produit facilement combustible. Voilà, donc avec un produit comburant, ça sera donc ça favorise en fait le risque d'incendie. Les produits comburants sont stockés sur des bacs de rétention de capacité suffisante. Les bacs de rétention, c'est pour retenir toute fuite ou bien tout déversement. Donc, si jamais vous avez un récipient, par exemple, voilà, voilà, donc vous avez un trou ou bien vous avez une fuite de ce produit-là, on a les rétentions pour récupérer ce produit avant qu'il contamine les équipements et tout ce qui est à l'entourage et avant d'entrer en contact avec des produits combustibles. Stocker à l'abri de la chaleur, bien sûr, du soleil, des chocs, parce qu'il ne faut pas oublier que ces produits, donc avec par exemple tout ce qui est action mécanique,
on augmente la température, du coup, on va déclencher ou bien on va favoriser donc, le déclenchement du feu. Donc, tout choc mécanique, toute possibilité de déversement, toute possibilité en fait de détérioration de l'emballage pour ne pas avoir des fuites. Donc, il faut éviter tout ça. Le lieu de stockage doit être muni d'extincteurs adaptés. Encore une fois, l'extincteur ABC, donc il est à poudre, il est donc utilisé pour cette classe de feu également. Les carburants sont stockés à l'écart des autres produits chimiques incompatibles, comme les inflammables, les produits oxydants, les contenants vides, les chiffonnettes, les EPI sont des déchets chimiques dangereux. Ça veut dire aussi, encore une fois, si vous avez donc utilisé du papier, des gants par exemple de protection et qu'ils vont devenir souillés par cette matière, automatiquement, ce sont des déchets dangereux. Carburant, il ne faut pas les stocker non plus avec les déchets, les chiffons souillés par des produits inflammables parce que toujours ça favorise donc le risque du feu. Et ils doivent être collectés séparément des autres déchets afin d'éviter les départs de feu. Donc, il ne faut pas non plus les stocker avec les autres types de déchets, les déchets en papier et tout. Et il faut mettre le pictogramme de danger. Ça, c'est la deuxième catégorie de risque chimique. La troisième catégorie, ce sont les produits explosifs. Donc, comme l'indique déjà le nom, les produits explosifs, ça veut dire qu'ils peuvent s'exploser dans certaines conditions. Donc, l'explosif, c'est une substance capable d'exploser sous l'action d'une flamme, de la chaleur, d'un choc ou de frottement mécanique. Vous voyez donc le pictogramme. Donc, il ne s'agit pas d'un produit inflammable ni carburant, mais c'est un produit qui peut s'exploser sous l'effet que ce soit de la chaleur ou bien aussi les frottements mécaniques. Vous avez par exemple les produits de dynamite qu'on utilise par exemple dans les industries minières ou bien plutôt dans les activités de mine pour l'extraction, pour percer les roches, pour la destruction d'ouvrages, donc les dynamites, explosifs, les mélanges de gel, bouillie, émulsion et tout ça. Donc, on les utilise, par exemple, dans les carrières de tout ce qui est roches, on les utilise dans les activités minières, on les utilise pour les cimenteries et ainsi de suite, pour concasser la matière. Donc là, ce sont des produits qui peuvent s'exploser sous l'effet de la chaleur, mais aussi sous l'effet de tout frottement mécanique. Alors pour les instructions, manipuler avec précaution et éviter bien sûr les sources de chaleur. Avec précaution, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir des frottements mécaniques. Donc il faut être très prudent. Mais aussi, vous avez le côté chaleur, encore une fois. Donc il faut éviter les sources de chaleur. Les explosifs sont stockés à l'écart des autres produits chimiques incompatibles. Et on va voir par la suite donc, le tableau des incompatibilités. Donc, normalement, les explosifs, on ne doit pas les stocker encore avec les carburants et les inflammables parce que ça favorise l'explosion. Et il faut éviter les zones ATEX. Alors, les zones ATEX, ce sont les atmosphères explosives. Ça veut dire les locaux ou bien les endroits où le risque d'explosion est plus élevé que la moyenne. Donc, une atmosphère explosive est tout simplement un lieu, ouvert ou non, dans lequel le risque d'explosion est plus élevé que la moyenne. Pourquoi il est plus élevé que la moyenne? Parce que les zones ATEX, ce sont les zones où il y a des combustibles, par exemple, un lieu d'entreposage pour tout ce qui est palette de bois, papier, carton, et ainsi de suite. Ça, ce que vous voyez, ça, c'est le triangle qui définit les zones ATEX, les zones à atmosphère explosive. Vous avez le combustible, vous avez la chaleur, donc il y a une source de chaleur juste à côté. On fait des soudures, on fait des activités qui entament l'utilisation d'une source de chaleur et vous avez un carburant
donc de type qu'on a vu tout à l'heure, oxygène, et ainsi de suite. Donc, si jamais je stocke ces trois et je rajoute encore une fois donc les produits explosifs, bien sûr que ça sera donc la catastrophe. Donc, déjà, les zones ATEX, il faut les éviter. Déjà, ce triplé, il faut l'éviter. Donc, vous, dans l'entreprise, si jamais vous constatez qu'il y a ces trois éléments dans un seul endroit, là, c'est une zone ATEX, si vous pouvez éliminer donc un facteur pour éviter donc les explosions, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, il faut donc contrôler, surveiller, mettre de la signalisation et ainsi de suite. Mais il ne faut non plus donc voilà, stocker des produits explosifs juste à côté. Donc là, par exemple, c'est le symbole du danger pour une atmosphère explosive. Je peux donc interdire toute flamme nue et je peux interdire l'accès pour le personnel non autorisé. Donc ça, c'est donc l'autre catégorie de risques chimiques. En plus de ça, dans les produits chimiques, on trouve aussi quelques produits qui sont écotoxiques. Ça veut dire dangereux pour l'environnement. Donc ça aussi, on doit quand même le prendre en considération. Les produits, déjà tous les produits que j'ai mentionnés, ils sont aussi toxiques pour l'environnement. Quelque chose qui est toxique pour la santé, il va être toxique pour l'environnement. Mais il y a des produits qui ne sont pas vraiment toxiques pour l'être humain, mais plutôt ils sont toxiques pour l'environnement, ils sont écotoxiques. Alors la toxicologie environnementale, c'est tout produit en fait qui peut causer de la pollution de l'air, de l'eau ou bien du sol et leurs répercussions sur l'homme et les équilibres biologiques. Et quand je dis qu'un produit va impacter et polluer l'air ou bien l'eau ou bien le sol, indirectement, il va avoir un effet sur la santé de l'homme. Donc là aussi, je dois le prendre en considération. Toute substance pouvant causer des dommages à la faune, donc tout ce qui est être vivant, à la flore, tout ce qui est végétation, ou provoquer une pollution des eaux naturelles ou de l'air. Donc vous voyez le symbole des poissons avec un arbre, donc voilà, qui sont morts. Comme les produits de nettoyage, les produits de coloration, les lubrifiants, les résidus de nettoyage, les produits d'entretien, peinture et ainsi de suite, les cols aussi. Donc, en fait, c'est tout produit libéré dans l'environnement, même en petite quantité, j'insiste, à cause, par exemple, d'une fuite, d'une erreur de manipulation, ou d'une contamination, par exemple, les eaux d'extinction d'incendie, lorsqu'on va faire de l'extinction pour le feu, et que ces eaux d'extinction ils sont contaminés par un produit chimique néfaste pour l'environnement. Donc ça, il s'agit d'une contamination pour l'environnement. Donc il y a des dispositifs de rétention de tout ce qui est eau d'incendie ou bien eau d'extinction. Alors ces substances, ils peuvent causer des pollutions majeures. Ils peuvent en effet pénétrer dans les eaux souterraines. Lorsqu'on va souiller l'eau potable, automatiquement, on va impacter la santé des êtres vivants, y compris l'être humain. Entraîner la mort des poissons et des autres organismes aquatiques, se déposer au fond des cours d'eau et les dégrader pour longtemps. Donc, il se dépose et l'eau, pour une grande période de temps, il va être contaminé, polluer les sols, perturber le fonctionnement des stations d'épuration aussi, les stations des eaux usées, ce qui entraînera bien sûr une pollution générale de l'eau. Donc, aussi le risque écotoxique, il faut le prendre en considération. Comment convaincre et prévenir ce type de risque? Il faut éviter les rejets vers le milieu naturel, ça c'est logique. Les entrepôts contenant des substances toxiques ou écotoxiques doivent être équipés de systèmes de rétention des eaux d'extinction. Comme j'ai dit, si jamais vous avez le feu et que vous avez utilisé un agent d'extinction,
cet agent d'extinction, il va lessiver ce produit, il va contaminer l'environnement. Donc là, il faut donc mettre ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait, ce qu'on appelle les systèmes de rétention des eaux d'extinction. Et bien sûr, il faut former et sensibiliser donc le personnel pour ne pas avoir des déversements, pour ne pas jeter ça dans la nature et ainsi de suite. Encore pour les risques chimiques, donc vous voyez déjà, juste la première catégorie, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai commencé avec le risque chimique, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait à voir. On parle aussi d'un risque toxique. Donc toxique, plutôt d'un produit chimique toxique. Donc substance portant atteinte à la santé et pouvant causer la mort. Donc on appelle matière toxique toute substance susceptible de nuire à l'individu directement lorsqu'elle s'introduit dans son organisme. Alors, la façon d'introduction, ça dépend par voie d'exposition. Ça veut dire, voilà, par exemple, l'inhalation, inspiration dans les poumons de la personne, le contact dermique, ça veut dire à travers la peau, ou bien autre voie cutanée, comme les yeux, par exemple. Donc, ils sont vraiment, donc ce type de risques, ils sont un petit peu moins fréquentes dans le milieu de travail, mais moins fréquentes pour le cas de l'ingestion surtout, parce que bien évidemment, il n'y a pas une personne qui va donc mettre dans sa bouche un produit qui est chimique. Donc l'ingestion, c'est un petit peu voilà, écarté. Mais il existe donc ce type donc, de risque, ce type d'exposition. Donc, que ce soit par voie cutanée, par voie, par inhalation, par respiration, par ingestion, le risque chimique reste en fait un risque qui peut causer des dégâts qui sont très dangereux pour la santé et qui peuvent aussi causer une intoxication et la mort par la suite. Alors, on parle, vous avez ici pour le premier symbole, ça c'est la toxicité en général. Il y a des produits qui sont spécifiquement nocifs, mais par inhalation. Donc, vous allez trouver le deuxième symbole. Ça veut dire que c'est surtout toxique, mais par voie respiratoire. Pour les autres, c'est un petit peu cutané, par la peau, les yeux et ainsi de suite. Donc, l'inhalation, l'ingestion ou le contact cutané sont nuisibles pour la santé. Exemple, les détergents. Donc, bizarrement, les détergents font partie des produits toxiques par inhalation et toxiques en général. Même si, donc, ce n'est pas comme d'autres produits chimiques, mais quand même, avec l'accumulation, il ne faut pas quand même oublier donc, le côté cumulatif, le côté maladie professionnelle. Ça peut être toxique, non pas par accident, mais surtout par accumulation dans les organismes de l'être vivant. Les engrais et les pesticides, vous avez aussi les pâtes de calfeutrage et les adhésifs, les peintures, les teintures, vernis, les solvants, les décapants. Donc, ce sont tous des produits fréquemment utilisés dans les industries. Les produits de nettoyage et de débouchage et de désinfection également. Les produits d'entretien mécanique, le monoxyde de carbone, le chlore et le cyanure de sodium. Encore une fois, s'il vous plaît, ces produits chimiques, ils peuvent se présenter sous forme de produits, mais sous forme aussi de traces ou bien de déchets, sous forme de vapeur, sous forme de donc, liquide dans les rejets. Donc, il ne faut pas imaginer que vous avez toujours le produit bien emballé avec l'étiquette et tout. Dès que je manipule des produits chimiques, ça veut dire que je peux trouver des traces partout, dans les déchets, dans les rejets, dans les effluents de gaz, les vapeurs, l'air ambiant, et ainsi de suite. C'est pourquoi il faut contrôler tout ça, il faut faire des échantillons, il faut contrôler l'air ambiant, et ainsi de suite. Donc, les instructions, il faut éviter tout contact avec le corps humain, tout simplement utiliser les EPI. Donc là, votre rôle comme responsable,
c'est de déjà assurer la fourniture des EPI convenables, adaptés à la nature du risque, aux caractéristiques du salarié, ça veut dire sa morphologie. Donc, il ne faut pas quand même mettre par exemple, pour une femme de petite taille, je propose des gants, c'est bien, des gants contre le risque chimique, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gants contre coupure, il y a plusieurs gammes. Gants contre risque chimique, gants contre tout ce qui est chaleur et brûlure. Donc, il faut choisir. Ça, c'est facile. Donc, vous entrez dans le site web du commercial ou bien de votre fournisseur. Il y en a plein sur Internet et vous choisissez le pays convenable, dans les normes, bien sûr, convenables à la nature du risque que vous avez. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes de petite taille et des personnes de grande taille. Donc, les gants, par exemple, ils doivent être adaptés à la morphologie parce qu'il ne faut pas gêner le travail. Qu'est-ce qui va se passer lorsque cet EPI gêne l'employeur? C'est qu'il ne va pas l'utiliser. Et s'il ne l'utilise pas, on peut avoir l'accident ou bien le risque. Donc, il vaut mieux adapter ça à la morphologie des personnes et aux conditions du travail, la durée, la température, voilà, le côté confort, le côté ergonomie. D'ailleurs, il faut aussi contrôler l'état de ces EPI. Les usures, donc ils ne doivent pas être très usés, donc il faut les renouveler à chaque fois. Il faut sensibiliser le personnel à leur utilisation et à la façon correcte de l'utilisation, associer les utilisateurs au choix des EPI, parce que toujours, j'insiste, il ne faut pas oublier que la personne en contact direct avec le risque, ou bien qui fait, par exemple, moi, je peux être responsable QSE dans une industrie, par exemple, chimique. Par exemple, c'est ma première fois. Je ne connais pas vraiment les activités, je ne comprends pas encore qu'est-ce qui se passe. Donc, je ne dois pas faire l'experte, je dois communiquer avec la personne, l'employé ou bien l'opérateur direct, ou bien l'ouvrier qui entre directement avec l'activité et demander son avis. Et peut-être qu'elle a déjà travaillé dans d'autres entreprises, peut-être. Donc, on va accueillir leurs suggestions. Et ce point-là, c'est aussi donc une exigence de la norme. L'implication du personnel, la communication, la sensibilisation, accueillir les suggestions, c'est aussi donc des points de la norme. Former les opérateurs à leur utilisation, associer les utilisateurs au choix des EPI, former les opérateurs à leur utilisation. Pardon, ça se répète. Il faut mettre une bonne signalisation et respecter les règles de stockage. Mettre une bonne signalisation, ça veut dire les lieux où il est nécessaire de porter les EPI. Il faut donc mettre une signalisation adaptée pour rappeler les personnes à chaque fois. Les personnes, ils peuvent être sensibilisées, formées, mais au fil du temps, ils peuvent oublier. Donc, la communication visuelle à travers les affiches et tout, il est très importante. D'ailleurs, lorsque l'auditeur, par exemple, va auditer votre système 45001, il entre dans l'entreprise et ne voit pas de signalisation, aucune signalisation, ni pour les risques, ni pour les moyens de protection, aucune consigne de sécurité, et ne va même pas auditer votre système de management parce que là, c'est question déjà de réglementation avant de parler de la 45001. Il y a encore deux catégories, ou bien plutôt deux types de risques chimiques, à savoir les produits qui sont corrosifs et irritants. Donc, corrosifs pour les équipements et irritants pour la peau et pour les organes des personnes. Donc, substances pouvant irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires, substances attaquant la peau et les équipements, donc comme l'eau de javel, la soude, les acides et ainsi de suite. Donc, on parle de produits corrosifs et irritants, ça veut dire que ça concerne les produits
pardon, les équipements, mais aussi les êtres humains, il y a tout simplement des produits qui sont irritants, ça veut dire néfastes pour la santé, mais non pas pour les équipements. Quelques instructions. Ne pas respirer les vapeurs, tout simplement. Vous avez des produits corrosifs irritants, ça peut irriter aussi les voies respiratoires. Si vous allez ouvrir un récipient, il vaut mieux mettre un masque respiratoire. Ce n'est pas les simples masques, les bavettes et ainsi de suite. Encore une fois, selon la nature du produit chimique, il y a pleinement, donc il y a beaucoup de types de masques respiratoires qui vont être adaptés à la nature du travail. Ils ne doivent pas être sous-qualifiés, sous-estimés ni surestimés. Donc, il faut choisir l'équipement optimal. Plutôt éviter le contact avec les équipements métalliques pour le cas des produits corrosifs, utiliser les EPI convenables, stocker dans des bacs de rétention. Encore une fois, il faut des bacs de rétention pour retenir tout ce qui peut être déversement ou fuite. Séparer, bien sûr, sur les sols, des sols en béton. Il faut conserver au moins les récipients contenant des acides dans les bacs de rétention qui sont fixes. Donc, il ne faut pas utiliser des bacs de rétention mobiles pour éviter donc, les déversements ou bien les chocs mécaniques qui peuvent aussi heurter le stockage et le produit de stockage, les emballages de stockage. Donc, voilà ici, par exemple, vous avez des récipients stockés sur un sol en béton. Pourquoi en béton? Pour ne pas, si jamais on a un déversement ou bien une fuite, ça ne va pas corroser donc le sol ou bien donc voilà le lieu de stockage. Et vous voyez aussi les bacs de rétention fixes qui ne sont pas mobiles. Alors là, c'est tous les pictogrammes de danger en relation avec les risques chimiques. Anciennement, il y avait des pictogrammes en noir sur un fond orange. Aujourd'hui, donc on a un petit changement au niveau de la forme, mais il n'y a pas un grand changement, mais quand même, il faut utiliser donc ces pictogrammes parce qu'ils sont actualisés, donc le noir avec le rouge. On reste encore sur les risques chimiques. Là, je vous ai parlé tout à l'heure des incompatibilités ou bien les produits incompatibles. Le stockage des produits chimiques dans l'entreprise, on doit quand même séparer. Donc, on va assurer une séparation, que ce soit dans les locaux, s'il y a de grandes quantités, dans les lieux d'entreposage, ou bien les armoires de stockage, donc pour les produits chimiques, selon leur nature. Alors, certains produits ne doivent jamais être stockés ensemble. Risque de dégagement de vapeurs toxiques, les produits chimiques, ils sont actifs. Donc, cette activité, ça veut dire ils peuvent entrer en interaction et en réaction et donner naissance à d'autres composés chimiques toxiques sous forme de vapeur. Ça favorise le risque d'incendie ou bien d'explosion en cas de déversement accidentel et contact entre ces produits incompatibles. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les ranger par famille. Donc, comme j'ai dit, les étiquettes. Et pour chaque lieu d'entreposage ou bien pour chaque armoire, on stocke les produits similaires. Ne pas transphaser en fait les produits dans des contenants ayant servi à d'autres produits. Donc, ça aussi, je l'ai mentionné. Je stocke par exemple les résidus d'un produit inflammable dans l'emballage d'un produit comburant. Bien sûr que je favorise le feu. Donc là, vous trouverez le tableau d'incompatibilité en se basant sur les pictogrammes. Là, ce sont vraiment les anciens pictogrammes, mais c'est la même chose. Donc, juste à titre d'exemple,
C'est toujours donc la même matrice. Il faut juste changer les pictogrammes avec la nouvelle forme en triangle rouge avec donc la photo ou bien la signalisation du danger. Mais c'est toujours la même chose. Vous voyez par exemple les produits inflammables, lorsqu'il y a un plus, ils peuvent être stockés ensemble. Les produits inflammables avec les produits, les produits toxiques, donc on peut les stocker par exemple ensemble. Vous avez les produits par exemple inflammables et comburants, le moins, ça veut dire ne doivent pas être stockés ensemble. Jamais. Ça favorise le feu et tout. Vous avez aussi, si je vais mettre le 0 ou bien le O, ne doivent pas être stockés ensemble que si certaines dispositions particulières sont appliquées. Donc, je stocke par exemple de produits, par exemple, comburants avec toxiques. Donc là, il faut mettre en place quelques donc, dispositions particulières, par exemple les rétentions, éviter en fait les chocs, stocker dans des emballages séparés, étiquetés et tout. Mais pour moi, je vois qu'il vaut mieux éviter. Donc les produits qui ne sont pas compatibles, il vaut mieux éviter de les stocker ensemble parce qu'on ne sait jamais. Là, vous avez quelques conseils quand même. Donc, pour plus de sécurité, nous vous conseillons de bien vérifier les conditions d'emploi, de stockage et de compatibilité de vos produits sur les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur. Encore une fois, dans la fiche de données de sécurité, vous avez les natures de produits incompatibles avec celui en question. Donc, on vous donne plus d'informations sur les bonnes conditions de stockage. Les acides, bien évidemment, doivent être stockés séparément des bases et il est préférable de stocker les acides en bas des étagères. Pourquoi? Pour ne pas avoir une chute et par la suite un déversement sur la personne et ça va causer des brûlures très graves. Donc, on les stocke en bas des étagères. Ce tableau, par exemple, des incompatibles, vous pouvez l'afficher aussi dans les endroits en question pour encore sensibiliser le personnel. Mais quand je parle, s'il vous plaît, d'affichage, l'affichage, il ne suffit pas s'il n'y a pas déjà au début une formation. Vous, par exemple, si vous avez ce type de risque, vous devez, pour les personnes concernées, faire une formation aux bonnes règles de manipulation, tout ce qui est aussi EPI pour les produits chimiques. Donc, ça, c'est très important et c'est indispensable. Et juste après cette sensibilisation et cette formation, vous pouvez mettre des fiches visuelles, de la communication visuelle pour rappeler les personnes. Parce que si jamais j'affiche quelque chose et que personne ne comprend de quoi il s'agit, bien sûr que ce n'est pas ce n'est pas une protection, donc c'est juste des paroles. Donc voilà. Les fiches de données de sécurité maintenant, parce qu'on a largement parlé de ça, ce sont en fait, c'est un formulaire, c'est un document contenant des données relatives aux propriétés d'une substance chimique concernant les risques et les dangers et les moyens de les réduire. Tout simplement, vous achetez un produit, il vient avec, c'est comme un catalogue d'utilisation pour l'équipement. Pour les produits chimiques, il vient avec donc une fiche de données de sécurité sur une dizaine de pages, une vingtaine de pages qu'il faut obligatoirement avoir. N'acceptez jamais un produit, bien sûr, sans fiche de données de sécurité. Il faut la stocker donc convenablement, la protéger. C'est une information documentée qui provient en fait de l'externe. Parce qu'on va voir dans les exigences de la norme par la suite que la documentation externe et interne nécessite un degré de maîtrise. Et les fiches de données de sécurité, ça fait partie en fait des documents importants qui proviennent de l'extérieur. À la base de fiches de données de sécurité, vous pouvez rédiger ce qu'on appelle des fiches de données de sécurité simplifiées. Ça veut dire une sorte de communication qui résume
on va voir un exemple qui résume les précautions d'usage et de manipulation avec l'analyse des risques, avec les EPI qu'il faut porter et que vous affichez pour les postes de travail ou bien les endroits où les personnes manipulent ce produit chimique en question. Je vais vous communiquer par la suite des exemples de fiches de données de sécurité parce qu'elles sont assez longues, on ne peut pas les parcourir comme ça, tout au long de la formation. Mais les composantes que vous allez trouver, une identification de la substance ou bien du mélange chimique, des informations sur le produit lui-même, une identification ou bien plutôt renseignement concernant le fournisseur, des informations sur le fournisseur de ce produit chimique, l'identification des dangers. Donc déjà, on vous donne quels sont les dangers. C'est pourquoi il est important de garder ces fiches. Si jamais en cas d'accident, en cas de sinistre, en cas de déversement, on peut toujours revenir vers ces fiches de données pour voir comment peut-on en fait mettre les premiers secours pour les personnes, par exemple. Donc, les dangers possibles, comment réagir, ça c'est très important aussi. La composition et des informations sur les composantes chimiques. Les premiers secours, ça c'est aussi important. Comment peut-on réagir s'il y a une brûlure? D'ailleurs, s'il vous plaît, il y a quelques types de formations exigées ou bien recommandées par la législation. Je vais vous laisser une liste vers la fin de la formation. Par exemple, formation premier secours, formation lutte contre incendie, et ça engendre tous ces éléments parce que lorsque je dis premier secours, incendie, le risque chimique, il fait partie de ça. Donc, pour chaque produit chimique, vous avez des consignes en premier secours. C'est pourquoi je vous ai dit au début que quand même, vous devez savoir toutes les catégories, mais si vous êtes vraiment concerné par une catégorie bien déterminée, il faut aller plus loin que ça. Il faut chercher les premiers secours, que ce soit un organisme de formation pour faire une formation premier secours. Il faut vous-même savoir comment réagir et ainsi de suite. Donc, il faut quand même approfondir vos informations selon donc, la nature du risque que vous avez ou bien aussi selon la nature du produit lui-même parce que même les premiers secours, ça dépend de la nature du produit. Ils contiennent aussi les mesures de lutte contre l'incendie, mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle, manipulation et stockage des consignes, contrôle de l'exposition, protection individuelle. L'exposition, bien sûr, c'est question d'accumulation, question de maladies professionnelles. Donc, vous avez des horaires, par exemple, à ne pas dépasser pendant la journée. Les propriétés physico-chimiques et plein d'autres informations selon le fabricant lui-même, quelles sont les les informations qu'il va mettre à votre disposition. Là, par exemple, il s'agit d'une fiche de données de sécurité simplifiée pour le méthanol. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve déjà le nom de votre produit chimique. Si vous souhaitez rédiger une fiche de données de sécurité pour un produit et la communiquer à titre d'information et de sensibilisation. Donc, vous devez mettre le nom du produit. Vous devez aussi mettre les pictogrammes indiquant le type du danger. Par exemple, le méthanol, il est inflammable, il est toxique et il est toxique par inhalation. Vous avez aussi donc explication du danger. Il s'agit de quel danger exactement. C'est un liquide et vapeur très inflammable. Ce que vous voyez ici, ce sont des codes, la codification des produits chimiques. Donc ici, vous avez liquide de vapeur très inflammable, toxique par ingestion, par contact cutané et par inhalation, risque avéré d'effets graves pour les organes. Donc tout ça, ce sont les effets négatifs sur la santé. Vous devez aussi mentionner les modes de protection
puisqu'on cherche à protéger les personnes. Donc, il faut mettre aussi à leur disposition déjà les moyens de protection et les rappeler de porter les moyens de protection. Les EPI, les équipements de protection individuelle, et les EPC, s'il existe, les équipements de protection collective. Manipulés sous Sorbonne. Donc, Sorbonne, ça veut dire donc un dispositif pour protéger, pour ne pas avoir en fait les vapeurs qui peuvent, pour bloquer en fait les vapeurs que vous pouvez respirer. Et puis, vous avez ici, par exemple, il faut utiliser des chaussures. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un déversement sur les pieds, par exemple. Des lunettes de sécurité contre les lésions oculaires, blouse donc, ou bien vêtements de travail, et puis les gants. Là, bien sûr, encore une fois, le type de chaque EPI doit être conforme à la nature du risque. Parce qu'on trouve aussi des lunettes et des gants pour tout ce qui est risque thermique, par exemple. Donc, il faut choisir donc, l'équipement convenable à la nature du risque. Vous indiquez également un rappel sur le mode de stockage de ce produit, notamment tenir à l'écart des produits comburants, de la chaleur, des sources d'inflammation, stocker dans un endroit bien ventilé. Là, le comburant et le méthanol, qui est un produit inflammable, ce sont des incompatibles selon le tableau qu'on a vu. En fin de vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Mode d'élimination en fin de vie. Ne rien rejeter à l'égout pour protéger donc, tout ce qui est ouvrage d'assainissement. Déjà, ce n'est pas légal de les rejeter directement à l'égout. Collecter les contenants vides, les EPI essuyés, les liquides du rinçage et les produits chimiques dans un bac rouge. Donc, normalement, ça, pour plus de détails, vous détaillez les choses dans votre plan de gestion des déchets. Parce que, s'il vous plaît, tout ce qui est gestion des déchets, c'est une discipline qui aborde plusieurs autres disciplines. C'est la santé et la sécurité, c'est l'environnement, c'est la réglementation, c'est également en fait la sécurité, par exemple, des produits alimentaires dans le cas de la 22 000. Donc, la gestion des déchets, il existe partout. Et vous devez aussi donner des consignes particulières en cas d'urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes ces informations, vous les trouvez déjà dans la fiche de données de sécurité complète. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes, nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer juste à côté. En cas d'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire selon votre procédure d'urgence? Appeler les secours, utiliser le kit contre déversement. Et bien sûr, il faut acheter des kits de contre déversement, par exemple, papier absorbant, poudre absorbante. Ça dépend vraiment de la nature du produit. Les premiers secours en cas d'urgence et les numéros aussi à contacter en cas d'urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'incendie? L'agent d'extinction qu'il faut utiliser et ainsi de suite. Donc voilà pour le risque chimique. Quelques instructions de stockage pour terminer avec le risque chimique. Je sais qu'il y a beaucoup de choses encore. Donc, le risque chimique, je peux dire que c'est une autre formation séparée si vous souhaitez vraiment approfondir vos informations. Mais pour nous, là, donc on a d'autres risques à voir. Je pense que les éléments clés, tout ce qui est important, je vous ai déjà donné les éléments clés, vous pouvez encore approfondir vos informations en ce qui concerne ce type de risque. Donc, juste comme consigne ou bien instruction de stockage général pour tous les types de risques chimiques qu'on vient de voir, les matières toxiques ou écotoxiques doivent être stockées dans un compartiment coupe-feu. Donc, toujours, il faut avoir, par exemple, une porte coupe-feu. Parce que puisqu'il y a le risque d'incendie, si jamais
on va faire de la prévention. Mais si jamais il y a un incendie, il vaut mieux le couper. Les coupe-feux, ils ne laissent pas propager le feu vers l'extérieur du milieu qu'on a coupé. Pardon. Donc, les matières toxiques ou écotoxiques doivent être stockées dans un compartiment coupe-feu, séparé des autres pièces et ventilé. Le sol doit résister aux agents chimiques. Le sol, il doit être par exemple non corrosif, du béton, et ainsi de suite. Donc, pour ne pas aussi détériorer, donc voilà, ou bien infiltrer aussi les produits chimiques et détériorer donc la qualité du sol. Les bouteilles de gaz liquéfiées, telles que le propane et le butane, donc là vous avez un risque d'incendie, doivent être stockées en plein air dans un abri grillagé, ou bien plutôt grillagé, donc pour éviter, voilà, parce qu'en fait, éviter en fait la manipulation avec n'importe qui ou bien les déversements. Donc grillagé avec des clés bien sûr pour limiter l'accès juste pour les personnes donc en question. Sur des sols en béton, il faut conserver au moins les récipients contenant les acides dans les bacs de rétention fixes, les acides toujours stockés en bas des étagères, toujours avec bac de rétention fixe pour limiter les déversements. Vous avez les liquides inflammables doivent être stockés dans une armoire de sûreté incombustible parce qu'ils sont inflammables, donc l'armoire déjà, ils doivent être incombustibles et munis d'un bac de rétention. Et vous avez, à partir de 450 litres, les produits chimiques doivent être stockés dans un compartiment coupe-feu séparé et ventilé. Si vraiment il s'agit d'une grande quantité, il ne suffit pas d'avoir des armoires, mais un lieu de stockage bien séparé, ventilé, avec donc, des coupe-feux, bien sûr, pour limiter la propagation du feu en cas de sinistre. Et finalement, les matières carburantes ne doivent pas être stockées dans le même compartiment coupe-feu que les matières inflammables ou combustibles. Bien sûr aussi les carburants, la même chose. On doit les mettre dans des compartiments coupe-feu. Mais... Donc là, c'est en ce qui concerne déjà les produits chimiques et le risque chimique. On va commencer donc le risque électrique